Aujourd'hui, nous allons nous diviser. C'est ce que je le regrette de vous annoncer parce que le sujet que je vais aborder est cognitivement difficile à traiter et surtout à accepter. Mais sa force est de tout faire changer. Cette explication unique va nous éclairer sur toutes nos difficultés et même les sujets de société. Pourquoi l'écologie ne prend pas alors que les catastrophes sont devant nous? Pourquoi l'économie s'emballe et le capitalisme avale tout? Pourquoi les lobbies gagnent? Qu'ont-ils compris qui échappe à tous les idéalistes? Les utopistes, les féministes, les écologistes, les égalitaristes? Bienvenue, ici Lucien Roy et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce 13e épisode de Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 qui dévoile les plus grandes stratégies d'influence et surtout comment t'en servir pour devenir une personne plus impactante et aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Cette émission, pour une fois, je t'invite à faire attention à qui tu veux la partager parce qu'elle a le pouvoir de braquer, de briser et de démarrer des conflits et des rancœurs qui risquent de ne jamais s'estomper. La 13e loi du pouvoir de Robert Greene est un chapitre que je trouve bien court dans les 48 lois par rapport à son importance et par rapport à la profondeur supplémentaire qu'on peut lui apporter. Selon moi, c'est la plus grande vérité, une des seules qu'on ne peut pas contester. Il la formule ainsi: quand tu demandes de l'aide, fais toujours appel à l'intérêt personnel de ton interlocuteur, jamais à sa pitié ou à sa reconnaissance pour une de tes générosités passées. Mais ce n'est que la partie émergée, et tous les deux, nous allons plonger. On va commencer dans une première partie par voir la clé de lecture controversée qui ouvre toutes les portes de la connaissance. Ouais, je sais, c'est un titre de partie qui est très ambitieux, mais tu vas voir, ça vaut le coup. Et la deuxième partie, ce sont les manières d'utiliser cette clé pour toi, dans ton quotidien, et aussi de te défendre de cette clé quand elle est utilisée par les autres. Rentrons tout de suite dans cette première partie, sans attendre. Cette 13e loi, c'est une manifestation visuelle et évidente d'une vérité bien plus profonde et qui est plus difficile à accepter. Parce qu'évidemment, on se rend bien compte que essayer d'à moitié faire culpabiliser quelqu'un pour qu'il nous aide, c'est certainement pas la meilleure des idées, parce qu'on risque de le braquer, et même s'il finit par nous aider, ce ne sera pas avec très bonne volonté ni de très bonne qualité. Donc je vais commencer par t'exposer la loi plus profonde qui se cache derrière ça, et ensuite on verra pourquoi elle est marginale et comment tu peux défendre cette opinion, même si, on le verra, je t'invite pas forcément à la partager avec tout le monde. Cette vérité plus profonde, cette partie immergée, c'est que chaque être humain en tout instant agit selon son intérêt propre. Je le répète, chaque être humain en tout instant agit selon son intérêt propre. En effet, quand on regarde l'évolution du cerveau, on distingue souvent 3 parties. Alors je tiens tout de suite à le souligner s'il y a des fans de neurosciences dans la pièce. Effectivement, ce modèle est régulièrement remis en question parce que les neurobiologistes découvrent des nouvelles manières de connecter le cerveau, des nouvelles connexions qui du coup remettent en cause ce modèle de développement, mais c'est tellement utile pédagogiquement et on perd tellement peu quand on ne veut pas s'intéresser à tous les mécanismes hyper précis dans le cerveau qu'on va quand même utiliser ce modèle pédagogique qui est celui du cerveau triunique. Le cerveau triunique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau s'est développé en 3 parties qui sont donc comme superposées. La première partie, la base de ce cerveau, c'est le cerveau reptilien. Ce sont tous les instincts de conservation, l'homéostasie, la température du corps qui est régulée de cette manière, et c'est aussi ce qu'on appelle, dans le cerveau reptilien, il y a le tronc cérébral, c'est finalement ce qu'il y a tout en bas du crâne, c'est si tu touches ta colonne vertébrale jusqu'à la base de ton crâne, c'est à peu près là que se trouve le tronc cérébral et le siège de ton cerveau reptilien. Au-dessus de ce cerveau reptilien, il y a le cerveau limbique. C'est celui qui nous permet de traiter nos émotions et de pouvoir les vivre tout simplement et de pouvoir agir en fonction d'elles. Et le dernier cerveau, celui qui est le plus tard, celui qui s'est développé le plus tard, c'est le cortex. C'est celui de la réflexion, de la logique, de la résolution de problèmes qu'on utilise et en tout cas qu'on valorise bien plus que les autres cerveaux dans notre quotidien. Et on a déjà parlé des centaines de fois dans Pouvoir et Influence, l'objectif numéro 1 de notre corps en général, mais en plus particulièrement de notre cerveau, c'est l'économie d'énergie.
Le cerveau, c'est une machine qui consomme énormément, et donc le but, c'est surtout d'éviter de tomber en panne sèche, et donc d'économiser ça au maximum. Si tu n'es pas trop familier avec tout ça, je t'invite à lire l'excellent livre Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. J'ai l'impression de te le recommander à chaque épisode. Et donc, ce que ça veut dire, ce mode économie d'énergie, c'est que les parties les plus coûteuses de notre cerveau ne seront pas les plus employées, et en tout cas, on va chercher à s'en servir le moins possible. Et comme par hasard, les parties les plus coûteuses sont aussi les parties les plus rationnelles. Donc, le cortex est bien sûr la partie qui consomme le plus d'énergie. Du coup, ce qui se passe, c'est que les parties les plus automatiques et les plus profondes de ton cerveau jouent le rôle de filtre. Elles filtrent les informations pour te permettre de ne porter attention avec ton cortex que sur des choses qui en valent la peine. Et justement, la caractéristique de ces parties qui sont instinctives et dans la survie, c'est qu'elles sont pas là pour apprendre les maths, elles sont pas là pour apprendre des choses qui ne vont te servir à rien pour ta survie. Elles sont là pour faire attention à ce que tout ce qui est excitant, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est dangereux, tout ce qui finalement est d'intérêt pour ta conservation soit bien pris en compte par ton cortex et puisse être traité. Ce que ça veut dire, c'est que les informations sont filtrées et sont dirigées par notre instinct animal ou de survie individuelle de manière inconsciente. Parce que notre réalité, tu le sais comme moi, elle passe par nos sens et puis ensuite elle est filtrée dans notre cerveau pour nous donner une sorte d'image de là où on en est. Si tu écoutes ce podcast, peut-être que tu es en train de marcher dans la rue, d'être dans le métro ou d'être en train de faire la cuisine, et il y a des tonnes d'informations sensorielles que tu peux capter. Il y a certainement des bruits, des odeurs, mais si je ne t'en parle pas précisément, ton cerveau ne les capte pas, tout simplement parce que si tu captais consciemment toutes les informations que tes sens t'envoient, tu serais fou, impossible de te concentrer, ce serait vraiment trop compliqué. Bon, peut-être que cette explication t'a semblé triviale, mais les implications sont nombreuses et façonnent notre compréhension du monde. Je pense donc que la meilleure manière de voir ce constat psychologique dont je t'ai parlé tout de suite, qui est de, en chaque instant, chaque humain agit pour son intérêt propre, c'est de voir ça comme une règle du jeu de la vie et du monde. Tout le monde agit dans son intérêt, toute personne qui lutte pour une cause a forcément quelque chose à y gagner et c'est comme ça. Maintenant, peut-être que tu commences déjà à voir en quoi cette opinion va être marginale, même marginalisée et détestée par beaucoup. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure de ne pas forcément partager cet épisode à tout le monde. Parce que ça peut te mener à des conflits importants qui touchent à l'identité de tes interlocuteurs et donc qui risquent de profondément les heurter. Un idéaliste ne peut pas admettre qu'il agit uniquement dans son intérêt propre. Parce que pour lui, il agit pour une cause plus grande, il agit pour aider, il agit pour un monde meilleur, mais pas pour lui. Pourtant, on l'a vu, on ne peut agir que pour nous. Et donc, si tu lui affirmes ça de but en blanc, ça va créer une dissonance cognitive chez lui. La dissonance cognitive, c'est quoi ? C'est quand on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a deux idées qui se collisionnent dans notre esprit et on ne peut pas supporter cette collision parce qu'elle est trop douloureuse. L'exemple typique de dissonance cognitive qui a eu un grand impact sur l'histoire, c'est le jour où un docteur s'est rendu compte que pour limiter la mort des femmes à l'accouchement et la mort aussi de leurs enfants à l'accouchement, ça pourrait être pas mal de se laver les mains entre la morgue et la salle d'accouchement. Le mec a fait des tests, il s'est rendu compte, tiens, quand je me lave les mains, les femmes meurent moins. Quand ce jeune médecin l'a dit, évidemment, ce n'est pas passé. Parce que c'est une idée qui est tout simplement inacceptable. Tous les vieux médecins qui ont pendant des années qui se sont vantés, parce qu'à l'époque c'était ça en fait, pour avoir de l'honneur en tant que médecin, il fallait avoir du sang sur sa blouse, du sang sur les mains, il fallait que ça se voit qu'on mettait les mains dans le cambouis, si tu m'excuses l'expression. Et donc tous ces médecins qui avaient travaillé depuis peut-être 20 ans et qui ne pouvaient tout simplement pas accepter cette idée. Pourquoi ? Parce que s'ils acceptaient cette idée, ça voulait dire que ça fait 20 ans qu'ils sont en train de tuer des femmes et de tuer des enfants. Et ça, dans leur cerveau, ça ne colle pas. Il y a des fils qui se touchent et ils se disent « Non !» Surtout, on se défend. Surtout, on n'accepte pas cette idée. Et en fait, le cerveau s'en fout de la vérité. Il veut une cohérence. Il veut que tu ne deviennes pas fou. Simplement parce que si tu te dis, ça fait 20 ans que je tue des femmes et des enfants alors que j'ai prêté serment et que mon but, c'est que les gens aillent mieux, mais là, ça ne peut pas bien se passer pour toi. Tu vires à la folie. Et justement, ton cerveau est là pour t'en préserver. Et c'est pour ça qu'il t'évite la dissonance cognitive.
dans une moindre mesure, ce raisonnement s'applique exactement aussi aux idéalistes et à l'idée que je suis en train de te transmettre dans ce podcast. Pour te donner un exemple plus proche du sujet dont je parle, c'est que en général, on a tous, enfin c'est même pas en général, c'est qu'on a tous une identité, et celle de certains idéalistes est basée sur la générosité et l'envie de contribuer. Donc si tu leur dis qu'en fait tout est égoïste, tout est fait dans ton intérêt propre, ça leur pète le cerveau, parce qu'ils se disent « Non mais attends, moi je ne suis pas égoïste, je connais plein de gens qui ne le sont pas non plus, donc je ne vois pas pourquoi je pourrais accepter que tout est fait dans mon intérêt propre. » Ça a pour eux la conséquence d'avoir une vision déprimante du monde. On te dira peut-être que tu es pessimiste, que tu vois le genre humain sans générosité. Voyons donc l'implication de cette règle, l'implication de cette loi, et je vais essayer d'aller encore un peu plus loin dans la preuve qu'il y a derrière ça, et dans pourquoi c'est très important de penser comme ça, et d'avoir ça en tête en permanence. L'implication numéro 1 de tout ça, et c'est la seule que je te présenterai, c'est que quand je te donne, c'est que j'ai à y gagner. Attention, si tu es toi-même un petit peu idéaliste sur les bords, et je l'ai été, tu vas peut-être te dire, mais attends, c'est un petit peu un truc d'escroc ce truc-là. Parce que si quelqu'un me donne quelque chose, ça veut forcément dire qu'il veut autre chose en retour. En fait, c'est un petit peu différent. Par exemple, quand tu aides une personne, tu as des émotions positives. Quand je crée ce podcast, j'ai plein d'intérêt de le faire. Dans un premier temps pour ma culture personnelle, puisque je mène une réflexion qui va me permettre de m'aider à mieux penser et à devenir plus puissant. Et d'autre part, parce que je le partage à des gens, je le partage à toi et aux autres auditeurs, et ça me fait plaisir. Et la récompense, c'est quoi ? C'est simplement ce sentiment d'utilité, ce sentiment de progression, ce sentiment d'avoir aidé. Et si on ne ressentait pas ça, on ne le ferait pas. Si je ne ressentais pas un sentiment positif à l'idée de te partager ces idées, ben je ne ferais pas un podcast. Je ferais juste mes petites notes dans mon coin et ce serait très bien. Et c'est exactement pareil pour les gens qui sont bénévoles. C'est exactement pareil pour les gens qui sont dans l'humanitaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malsains, ça ne veut pas dire qu'ils cherchent à manipuler. Ça veut simplement dire qu'ils tirent un bénéfice émotionnel de l'action qu'ils mettent en place. Mais ça n'a rien à voir avec je ne sais quelle idée de l'égoïsme c'est mal, on est forcément pas dans l'intérêt des autres. Ce n'est pas vrai. Il faut se sortir cette idée de la tête, je vais t'en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Finalement, on parle beaucoup de greenwashing pour les entreprises, c'est-à-dire l'idée de laver son image en faisant 2-3 actions écologiques pour bien cacher tout le reste, mais tout le monde le fait à son niveau, à tout instant. C'est-à-dire que quand tu vas en mission humanitaire en Afrique, eh bien tu le fais en partie pour ton image. Je dis pas que c'est ta seule motivation, mais c'est une motivation. Ta seule motivation n'est pas d'aider les autres, parce que ce n'est pas possible, nous l'avons vu plus haut. De la même manière, je trie mes poubelles, parce que je ne peux pas accepter de me voir comme un connard qui détruit la planète. Et ça, c'est basé sur mes croyances, parce qu'il y a 20 ans, personne triait ses poubelles et ça posait de problème à personne. Quand j'ai entendu cette idée pour la première fois, je ne peux pas nier que j'étais pas forcément hyper à l'aise avec elle, parce que je me suis dit, non mais attends, c'est quand même une vision un peu dégueulasse, et d'ailleurs, beaucoup de personnes ont cette idée aussi, que c'est une vision dégueulasse, qui nie leur vision de l'humanité. Le problème, justement, on vient à ce que je te promettais plus haut, c'est que d'où vient ce jugement ? D'où vient cette idée que l'égoïsme, qu'agir dans son propre intérêt, est négatif ? Ça vient simplement d'un jugement de valeur judéo-chrétien. Parce que dans les religions judéo-chrétiennes, on dit donne à ton prochain, on dit que la charité c'est important, on dit que l'égoïsme est un péché. Et c'est dans toute notre culture que c'est ancré. Je t'invite à lire des philosophes, à t'intéresser à ce genre de choses, et tu remarqueras que dans notre société, même aujourd'hui, avec la laïcité, toutes ces idées, on est profondément dans un modèle judéo-chrétien. Alors que quand on se met dans une autre approche, dans une approche qui me semble plus productive, plus rationnelle, l'approche biologique, reprocher l'égoïsme de l'homme, c'est comme reprocher ses oreilles à l'éléphant, ou reprocher au lion de massacrer la gazelle. Finalement, on se reproche notre propre nature, ce qui n'a aucun sens, puisqu'on se reproche un fait. Mais finalement, pourquoi est-ce que cette idée est importante ? Pourquoi est-ce que je t'invite à arrêter de nier notre propre nature et d'accepter ce fait ? Simplement parce que quand on vit dans un monde d'idéaux, dans un monde de fantaisie, on ne peut pas avoir de prise avec lui. Et je te rappelle que le titre de ce podcast, c'est « Pouvoir et influence ». On veut pouvoir, par notre action, changer les choses, les faire progresser, les faire avancer, contribuer. Et ceux qui nient
cette réalité, ceux qui nient la psychologie humaine, ceux qui ne comprennent rien, ne sont que des révolutionnaires hystériques qui ne font rien changer, simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. C'est comme si, au lieu d'appuyer sur l'accélérateur pour te faire avancer, on shootait dans la porte. Parce qu'on ne sait pas comment faire. Du coup, on essaye tout ce qui peut se passer, mais sauf qu'on n'a rien compris, rien pigé. Si on s'empêche de voir la réalité, de la comprendre, on s'empêche aussi d'utiliser les règles du jeu. Et moi, je veux que cette règle, tu la vois comme quelque chose de beau. Le fait que l'humain soit égoïste et fasse les choses pour lui, c'est ça qui permet d'avoir des projets communs, qui permet de mettre des intérêts ensemble et de réaliser des super grandes choses et des trucs magnifiques. C'est ça aussi qui permet les histoires d'amour. Ces belles choses qu'on réalise, c'est quand les intérêts sont alignés. C'est quand on réussit à faire en sorte que on fasse quelque chose ensemble et que ce soit bon pour moi, mais aussi bon pour toi. C'est exactement l'exemple de ce podcast. Ce podcast, c'est bon pour toi de l'écouter, sinon tu ne serais pas en train de l'écouter, et c'est bon pour moi de le faire, sinon je ne serais pas en train de le faire. Et finalement, je trouve que la plus belle des sciences, la chose qui va nous permettre de progresser en tant qu'espèce, mais aussi en tant qu'individu, juste tout seul de notre côté, c'est justement la science de l'alignement d'intérêts, et c'est de ça qu'on va parler dans la suite de l'épisode. La conclusion de cette partie, c'est que je t'invite absolument à accepter cette règle. Accepter ce truc biologique qui est un fait. On ne reproche pas à l'éléphant ses oreilles et au lion de bouffer des gazelles. On ne peut pas influencer ça. Par contre, si on l'accepte, on peut le changer. On peut mettre des boucles d'oreilles à l'éléphant et donner du tofu au lion. Enfin bref, je me suis un petit peu égaré, je suis pas sûr que les exemples soient top, mais je pense que tu as compris la notion. Je vais donner quelques cas pratiques pour clore ça et pour vraiment ancrer ce principe de tout le monde agit par égoïsme pour lui, point barre. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que le mot égoïsme est mal vu justement par rapport à l'idéologie judéo-chrétienne dont je t'ai parlé juste avant. Je referme la parenthèse. Cas pratique donc pour clore cette partie. Par exemple, on dit souvent que le commerce évite la guerre. Ça, c'est le grand truc des économistes, c'est de dire, bah oui, quand on commerce ensemble, on n'a pas intérêt à se faire la guerre. Et là, je pense que tu as entendu ce mot, intérêt. Quand il y a d'un côté tes clients et que toi tu produis, même si tu pourrais leur casser la gueule, prendre leur territoire, tu n'as pas intérêt à le faire simplement parce que si tu tues tes clients, tu ne pourras plus vendre ce que tu produis, donc ça ne servira plus à rien. Donc on n'a pas intérêt à faire de guerre. Le commerce aligne les intérêts pour éviter la guerre. Maintenant, on va prendre un sujet un petit peu plus polémique, c'est l'écologie. Pourquoi est-ce que l'écologie ne marche pas ? Simplement parce que tout le monde trouve qu'avoir un frigo avec des gaz polluants, qui consomment de l'électricité, etc., c'est bien mieux que de sauver un ours blanc. Simplement parce que, excusez-moi l'expression et je sens que ça va bien créer des divisions, on s'en fout de l'ours blanc. Tout le monde s'en fout parce que dans ton quotidien, qu'il y ait 3 ours blancs ou 1 milliard d'ours blancs sur la Terre, ça ne change absolument rien. Il faut bien comprendre que, comme l'humain agit juste dans son intérêt personnel, il faut faire en sorte qu'il voit que ça a de l'intérêt pour lui, qu'il voit concrètement dans son quotidien ce que ça donne. Le jour où dépolluer rapporte plus d'argent que de puiser du pétrole dans des puits, mais évidemment que la dépollution deviendra la priorité. C'est même pas une question. C'est-à-dire que les compagnies pétrolières, juste elles changeront de business. Elles arrêteront de creuser des trous là, et puis elles prendront le continent de plastique et elles s'en chargeront. Mais tant que ça rapportera pas, forcément les intérêts ne sont pas alignés. Qui a intérêt aujourd'hui à enlever le continent de plastique ? Personne. Maintenant, je vais conclure sur encore une dernière chose sur la pollution parce que je trouve que c'est vraiment un des domaines dans lequel on comprend le moins l'alignement d'intérêts et qui pourtant serait essentiel parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est que si on continue à polluer, c'est simplement parce qu'on ne voit pas les conséquences. On ne voit pas que ça est en train de nous détruire, on ne voit pas que c'est en train de nous mettre en mauvaise santé, on ne voit pas qu'on respire de l'air de merde, on ne voit pas tout ça. Si par contre, à chaque fois que tu jetais un déchet par terre, ou à chaque fois que tu prenais ta voiture, ou à chaque fois que tu allumais la lumière, tu te prenais une énorme décharge électrique, là je te dis qu'on apprendrait très vite. Ce serait tout d'un coup dans notre intérêt d'éviter la douleur, et on arrêterait de polluer. Mais ce serait pas dans l'intérêt de la planète, ce serait dans notre intérêt propre de ne pas se prendre cette décharge électrique. Bon, je pense que ces exemples sont suffisamment clairs. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est comment utiliser cette règle pour toi, pour ta vie, et aussi comment t'en défendre. On va voir un petit peu ça en 2 parties. En premier, l'attaque, et en deuxième, l'analyse et la défense de ces stratégies. Je tiens tout de suite à te préciser que comme cette règle s'applique partout, c'est une règle psychologique humaine qui vraiment couvre tous les domaines, on va pas pouvoir aborder tous les sujets, mais je sais que tu seras en mesure de le faire de ton côté et de creuser dans les directions qui t'intéressent. On va donc commencer par l'attaque. Comment utiliser cette règle pour attaquer, pour demander, pour faire en sorte qu'on
puisse créer, quand je dis attaquer, c'est pas une rhétorique guerrière, c'est simplement pour dire agir, aller dans le monde et faire des projets communs. Comment est-ce qu'on fait pour faire un projet commun ? Eh bien, d'abord, on fait appel à l'intérêt de l'autre. Je pense que tu connais cette expression, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ça, pour moi, c'est le résumé parfait de cette règle. Maintenant, tu vas me dire, mais oui, mais Lucien, cette règle est évidente. On sait tous qu'on a besoin de fédérer les gens derrière un projet commun. D'ailleurs, toutes les formations de management sont là-dessus. Il faut que les gens se sentent impliqués et puis qu'ils soient d'accord avec le projet. Oui, certes, tout le monde le sait en théorie. Mais c'est un petit peu comme les règles de gestion du temps dont je parle sur mon site richedetemps.fr et que personne n'applique. C'est que tout le monde le sait, mais personne ne le fait. Et la raison pour laquelle personne ne fait ça, ou pourquoi tout le monde ne le fait pas, c'est que ça demande de l'effort. Ça demande un effort de se mettre à la place de l'autre. Ça demande un effort de se dire, alors attends, comment est-ce que je fais pour que le projet que moi je veux réaliser serve l'autre ? Ça, c'est un effort mental qui est énorme et qu'on n'a pas envie de faire et qui est vraiment compliqué, qui est vraiment difficile parce qu'il faut se plonger. Et attention, se mettre à la place de l'autre, c'est différent de supposer ce que tu ferais à sa place. Ça, c'est une distinction peut-être qui est un petit peu difficile, mais c'est une distinction essentielle, notamment pour les coachs, pour les thérapeutes, pour les psychologues. En fait, quand tu analyses le comportement ou les envies d'une autre personne, tu as toujours tendance à lui plaquer tes propres visions, tes propres envies. C'est-à-dire que si je me dis tiens, lui, je lui ai fait un sale coup, eh bien, si tu as peur des représailles, c'est parce que tu te dis qu'à sa place, eh bien, très certainement que tu aurais envie de te venger. Et là, le truc que tu fais, c'est simplement de projeter sur lui ce que toi tu ferais à sa place. Mais peut-être que lui, il a une psychologie complètement différente. Peut-être que c'est une personne qui est très dans le pardon, peut-être que c'est une personne qui simplement ne s'est même pas rendu compte de ce que tu lui as fait, peut-être qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles elle ne va pas agir comme toi tu penses. Et donc c'est là que je tiens à te souligner que se mettre à la place de l'autre, c'est un effort bien plus important que ce qu'on croit. Non seulement parce que, on est toujours absorbé par nous, par notre intérêt, par ce que nous on veut faire, et ça c'est une caractéristique de cette forme d'égoïsme de l'être humain, et je tiens encore à le souligner, ce n'est pas péjoratif du tout. Et voilà, du coup c'est très difficile de se mettre à la place de l'autre, surtout sans faire de projection. C'est quelque chose qu'on peut pas faire tout le temps, et qui est d'ailleurs pas nécessaire de faire tout le temps, mais en tout cas quand tu as des choses importantes à faire, je t'invite absolument à le faire en te posant des questions comme celles que je vais te poser maintenant. La question principale, c'est de se demander qu'est-ce qui est important pour lui. Ça, c'est la première question de l'alignement d'intérêt. Et dans cette question, je t'invite à répondre en 2 catégories. La première, c'est ce que je ne dois pas abîmer chez lui. Et la deuxième, c'est ce que je dois promouvoir chez lui. Donc je pense que tu vois qu'il y a 2 dynamiques. La première chose, c'est ce qui est important parce que c'est important dans son identité et du coup je ne dois pas égratigner ce truc-là, sinon il va se braquer et c'est fini. Exactement comme le fait de dire à un idéaliste que en fait il agit par égoïsme, c'est un truc qu'il ne faut pas lui dire parce que ça va pas du tout aller dans ton intérêt à toi. Et en deuxième, ce que tu dois promouvoir, c'est justement qu'est-ce que tu peux faire, dire pour appuyer la vision de cette personne pour lui permettre de se sentir encore mieux et pour lui permettre de se rendre compte que faire avec toi, c'est faire dans son intérêt à elle. Donc finalement, la première question, ce que je ne dois pas abîmer, c'est la question identitaire. Si par exemple quelqu'un est chez Amnesty International, tu vas pas lui offrir des chaussures Nike. Tu vas pas lui dire que voilà, viens, on va faire un tour de shopping chez Foot Locker. Non, ça, elle ne le veut pas parce qu'elle sait qu'au Bangladesh, il y a des gens qui sont exploités pour ça, qui meurent dans des usines tous les jours, qui sont empoisonnés, le fleuve est empoisonné et elle ne le voudra pas. Et si tu lui proposes ça, ça risque de la vexer dans son identité, donc on évite. Maintenant, dans la question de ce que tu dois promouvoir, c'est qu'est-ce que cette personne-là peut gagner à suivre mon projet. C'est pas ce que toi tu pourrais gagner à sa place si tu faisais le projet, c'est ce que elle peut gagner. Si par exemple, je reprends l'exemple d'un idéaliste qui vraiment souhaite aider le monde, qui souhaite vraiment absolument être une belle personne, être un superbe Gandhi, eh bien cette personne-là, son intérêt, c'est pas de faire du cash, c'est de montrer au monde qu'elle est géniale et que elle est superbe, drapée de grands principes et extraordinaire. Et c'est ça que tu dois promouvoir chez elle. Si tu lui dis viens, on va faire un projet, on va gagner plein de pognon ensemble, mais jamais elle va adhérer à ton idée parce que ça va contre ses principes et elle se dira non mais attends, moi je fais un projet pour ça, mais qui est-ce que je suis devenu ? Je suis devenu une enflure, je suis devenu l'ennemi. Et justement, c'est ça que je tiens à te souligner, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, ce principe de prendre en compte l'intérêt de l'autre
quand tu lui proposes quelque chose ou quand tu veux l'inviter dans une direction, ça marche avec tout le monde. Ça marche même, et peut-être même encore mieux, avec les gens qui sont allergiques à ce principe. Une personne qui veut être vue comme généreuse, elle a envie de le montrer. Et donc toi, ce que tu dois faire, c'est montrer à quel point bosser avec toi va faire augmenter son image de générosité et faire attention à ne pas abîmer son image de générosité, machin, tout ça, en ne lui parlant surtout pas de ce podcast parce qu'elle va se braquer, elle va se dire non mais attends, t'es un connard, tu crois que tout le monde est égoïste, blablabla, je sais pas quoi. Donc ce que je veux que tu retiennes de cette partie, c'est que tout est une question de psychologie et que la règle, c'est que s'il n'y a pas d'alignement d'intérêts, il n'y a pas d'action commune. Pourquoi l'Europe n'avance pas ? Parce qu'on n'arrive pas à aligner nos intérêts. Pourquoi est-ce que des philosophes de toutes les époques ont dit que ce qu'il fallait pour unir un peuple, c'était une bonne guerre ? C'est parce que ça crée un objectif commun. Soit on se fait chacun détruire dans notre coin, soit on se met ensemble, on aligne donc nos intérêts pour détruire l'ennemi à notre tour. Et donc là, finalement, on voit que cette guerre aligne nos intérêts. On va rentrer dans un domaine un petit peu plus pacifique, c'est celui de la vente. La vente, c'est quoi ? C'est l'art de montrer que c'est dans notre intérêt à tous les deux de travailler ensemble. On dit bien que c'est du win-win, du gagnant-gagnant. Et c'est ça l'objectif, c'est de montrer au client que si on bosse ensemble, on va tous les deux gagner. Maintenant, on passe à la deuxième partie, qui est la partie de l'analyse. Comment est-ce qu'on fait pour se défendre, pour analyser les motivations des autres par ce prisme de chacun agit en égoïste ou agit dans son intérêt propre à tout instant. Ce que veut dire cette règle, c'est que chaque comportement s'explique par l'intérêt de l'autre et que tout est rationnel dans l'instant de l'action. Si à un moment t'envoies un message incendiaire qui crée ta rupture, tu vois la conséquence immédiate qui est de te décharger émotionnellement. Tu vois pas que oui, ça va créer une rupture de couple, donc tu vas la voir vraiment mauvaise, tu vas te sentir mal, tu vas faire sentir mal la personne que t'aimes, etc. Ça, on ne le voit pas. À l'instant T, ce qui compte le plus, c'est ce truc émotionnel, ce truc du cerveau limbique qui passe avant le cortex et la raison. De la même manière, il y a des gens qui ont des opinions rebelles qui font en sorte qu'elles sont exclues du groupe parce qu'elles n'arrivent pas à être d'accord et en plus quand elles ne sont pas d'accord, elles le montrent violemment. Maintenant la question c'est en quoi est-ce que c'est mieux pour toi d'être exclu du groupe ? En quoi est-ce que c'est mieux pour toi de conserver tes opinions et de les affirmer haut et fort même si tu sais que ça va plaire à personne alors que tu pourrais simplement te taire ? La question c'est pas de te taire ou de pas te taire, la question c'est de te remettre en question pour voir qu'est-ce qui fait que c'est mieux pour toi. Et ne pas te mentir à toi-même en disant non mais le seul truc qui compte pour moi c'est de maintenir mes opinions. Peut-être, mais qu'est-ce que tu en tires personnellement ? Peut-être que c'est une forme de fierté, peut-être que c'est une forme d'orgueil que tu as, de te dire que oui, moi je suis meilleur que les autres parce que je tiens mes opinions face aux autres. Il y a plein d'explications possibles et je vais pas te faire une analyse psychologique maintenant simplement parce qu'on n'est pas ensemble et je serais bien incapable de le faire. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est en ton intérêt au moins au moment où tu l'as fait et tu peux découvrir cet intérêt simplement en te posant la question de quel était mon intérêt à ce moment, qu'est-ce que ça me fait gagner d'avoir ce comportement-là en particulier maintenant. J'ai un petit bonus à te donner. Parce que souvent, quand on analyse nos comportements, on se dit que on analyse surtout les autres, et puis nous-mêmes, on a un peu de mal à s'analyser. Et je pense que toi-même, tu as déjà culpabilisé quand tu t'es fait inviter par quelqu'un au restaurant, par exemple, ou à boire un verre, ou peu importe. Ou alors que quand quelqu'un t'aide et que tu n'arrives pas à lui rendre l'appareil, évidemment, ça peut aussi nous faire culpabiliser. Et du coup, si on prend le prisme d'analyse de tout le monde fait tout pour son intérêt propre, on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser pour ça, simplement parce qu'une personne qui t'invite au restaurant, elle le fait pour elle. Une personne qui t'aide à déménager, elle le fait pour elle. Et toi, si tu aides en retour alors que tu n'as pas envie de le faire, c'est simplement parce que la pression sociale et la honte que te coûte le fait de ne pas aider seront plus fortes que de passer la journée à déménager. Et donc c'est dans ton intérêt, encore une fois, de l'aider, même si tu n'en as pas envie. C'est très différent, l'envie et l'intérêt. Maintenant attention parce que quand j'explique ça, quand je transmets cette idée qui est parfois vue comme un petit peu bizarre mais souvent vue comme quelque chose qui a pas mal de bon sens, on finit par prêter des mauvaises intentions à tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. C'est encore une conséquence de cette moralisation judéo-chrétienne de l'égoïsme, c'est pas bien. Par exemple, il y a 2 jours, j'étais en train de boire un verre avec mon voisin. Donc j'ai un voisin très sympa, on s'est rencontrés dans le couloir, comme tout bon voisin, et puis on s'est dit, tiens, on va boire un coup ensemble. Et puis je l'ai invité parce que voilà, j'ai passé une bonne soirée. Je l'ai pas invité pour
pour le manipuler, je l'ai pas invité pour que la prochaine fois il m'invite, je l'ai pas invité pour lui faire honte, je l'ai pas invité pour ces raisons-là. Je l'ai invité pour simplement parce que j'ai passé un bon moment, et 2, de manière inconsciente, certainement que je me sens bien d'inviter quelqu'un, parce que je me sens puissant, je me sens important, puis je me dis ouais, je l'ai rendu heureux, tu vois, il était content d'avoir été invité, super. Eh bien ça, tu te rends compte que je l'ai fait, j'ai fait pour moi. Je l'ai pas fait pour lui extorquer quelque chose ou ronger sur ou l'égorger dans son sommeil. J'ai pas fait ça pour ça. Donc faut faire attention de ne pas avoir ce travers de se dire ah oui non mais tout le monde est méchant tout ça, parce que ça c'est tellement ancré dans notre société, dans notre manière de penser, dans ce que nous a transmis l'école, que bien souvent, même si on a compris, même si on est d'accord avec ça, on finit par se redire ah oui non mais attends c'est quand même un truc de connard, alors que c'est pas vrai et c'est simplement qu'on se remet à nos mauvaises habitudes. Encore une fois, je pense qu'il faut voir le fait de suivre son intérêt comme un fait qui est à analyser et pas comme une opinion ou comme quelque chose sur lequel il y a un débat. D'ailleurs, Nietzsche disait « Chacun embrasse les causes qui le servent personnellement ». J'espère que l'épisode t'a plu et il t'a convaincu de cette règle psychologique qui rend la vie plus facile et plus belle. Il me reste à te dire de bien retenir que chaque humain agit selon ce qui sera pour lui la manière de voir ses désirs assouvis. Pour finir cette causerie, je serais ravi de voir écrit ton avis sur iTunes ou dans l'oreille d'un ami.